Mes frères et sœurs me détestaient et m'ont interdit de toutes leurs fêtes de mariage, alors je ne les ai pas invités aux miens. Ce qui s'est passé ensuite les a laissés sans voix. Je m'appelle Éléonore Dubois et j'ai 28 ans. Il y a 3 jours, mon frère Thibaut m'a appelé en hurlant. Il venait d'ouvrir sa boîte aux lettres et avait découvert ce que je préparais depuis des mois, son faire-part de mariage était introuvable. Celui de Sophie et de Gabriel non plus. Tu ne peux pas être sérieuse, a-t-il craché au téléphone, la voix tremblante d'incrédulité. Après tout ce temps, tu vas vraiment exclure ta propre famille de ton mariage. Je me suis appuyé sur mon fauteuil de bureau, entouré de contrats de prestataires pour ma propre célébration à venir, et j'ai lâché la phrase que j'avais répétée. J'ai appris l'exclusion par les meilleurs professeurs. Le silence qui a suivi était absolument parfait. Mais voici ce qu'il faut savoir sur les dynamiques familiales, elles ne se construisent pas du jour au lendemain. Cette histoire ne commence pas avec la préparation de mon mariage. Elle commence il y a 3 ans, lorsque j'ai appris que mes propres frères et sœurs me considéraient comme trop problématique pour être témoin de leur bonheur, lorsqu'ils ont décidé, en me regardant dans les yeux, que je n'étais pas assez famille pour leurs jours les plus importants. J'avais 25 ans et je travaillais comme assistante dans une petite société de planification d'événements appelée Célébration SARL. Ma patronne, Monique, était gentille mais surmenée, et je passais la plupart de mes journées à coordonner les livraisons des prestataires et à gérer les appels téléphoniques des clients. Je vivais dans un studio avec un lit escamotable et une cuisine de la taille d'un placard. Mais j'étais fier de mon indépendance. Ma dynamique familiale était compliquée. J'étais l'enfant du milieu, entre Thibaut, qui avait alors 31 ans, et Gabriel, qui en avait 26. Sophie, 29 ans, avait toujours été l'enfant d'or, réussie, belle, confiante d'une manière que je n'avais jamais vraiment maîtrisée. En grandissant, elle avait été tout ce que nos parents désiraient dans une fille, agréable, populaire, promise au succès. J'étais différente. Je posais des questions quand les choses ne semblaient pas justes. Je signalais les incohérences dans les règles familiales. Je remarquais quand on me traitait différemment et j'avais l'audace de le mentionner. Cela faisait apparemment de moi quelqu'un de difficile et de dramatique, selon le consensus familial. Le premier coup est arrivé un mardi soir lors de ce qui aurait dû être un dîner de célébration. Thibaut venait d'annoncer ses fiançailles avec Victoria, son amour de jeunesse, et nous étions tous réunis chez nos parents pour la grande nouvelle. Tout le monde était excité, le champagne coulait à flots, et j'étais sincèrement heureuse pour mon frère. Nous pensons à une petite cérémonie, dit Thibaut, le bras passé autour de Victoria. Juste la famille proche et quelques amis intimes, peut-être 60 personnes au total. Cela semble parfait, dis-je, pensant déjà à la robe que je porterais. La table devint silencieuse de cette manière particulière qui signale l'approche d'un sujet gênant. Mes parents échangèrent un regard que je connaissais bien, celui qui signifiait qu'ils étaient sur le point de donner une nouvelle qui blesserait mes sentiments tout en prétendant qu'elle était raisonnable. « Éléonore, ma chérie », commença ma mère, utilisant ce ton condescendant que j'entendais depuis toute ma vie. Quand Thibaut dit la famille proche, eh bien, nous pensons que ce serait mieux si tu ne venais pas, Thibaut termina, évitant toujours mon regard. Victoria et moi voulons une journée complètement paisible. Pas de complications, pas de drame, pas de tension. Je me suis senti giflé. Quelle tension? Quel drame? Quand ai-je jamais causé de drame lors d'un événement familial? Noël 2018, dit Sophie immédiatement. Quand tu as fait toute cette histoire à propos de l'échange de cadeaux. L'histoire où j'avais fait remarquer que tout le monde avait reçu des cadeaux réfléchis alors que moi, je n'avais reçu que des cartes cadeaux pour la baie, Target. J'avais demandé calmement si nous pouvions fixer des limites de dépenses pour que les choses semblent plus équitables. Apparemment, défendre un traitement équitable constituait un drame. Ta fête de remise de diplôme, ajouta Gabriel. Quand tu t'es fâché à propos de la disposition des sièges. La disposition où j'avais été placé à la table des enfants malgré mes 23 ans et mon diplôme fraîchement obtenu. Quand j'avais demandé à passer à la table des adultes, on m'avait dit que j'étais trop sensible. La réunion de famille, mon père contribua, toute cette histoire à propos des arrangements pour les photos. Les arrangements où j'étais systématiquement placé dans la rangée arrière ou entièrement recadré, tandis que mes frères et sœurs étaient au centre de chaque cliché qui serait encadré ou partagé. Alors qu'ils énuméraient mes crimes, un schéma est apparu que j'étais trop proche pour voir clairement. Chaque instance où j'avais causé un drame était en fait moi signalant un traitement injuste et demandant à être inclus équitablement.
Chaque fois que j'avais plaidé pour moi-même, cela avait été reformulé comme si j'étais difficile. Je veux juste que le jour de mon mariage soit parfait, dit Thibaut, comme si cela expliquait tout. Et tu trouves toujours quelque chose à redire. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi dans mon petit appartement et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés. Puis je me suis mis en colère. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de changer quelque chose de fondamental dans la façon dont je m'autorisais à être traité. Les jours qui ont suivi l'annonce de Thibaut furent un flou de douleur et de confusion. Je repassais sans cesse la conversation, cherchant des indices que j'avais manqués, essayant de comprendre comment vouloir être traité équitablement avait fait de moi le méchant de la famille. Mais plus j'y pensais, plus des schémas de mon enfance commençaient à émerger. Je me souvenais d'avoir 12 ans et de demander pourquoi Thibaut recevait une plus grande allocation pour moins de corvées. « Tu es jalouse » avait dit ma mère. Ce n'est pas attrayant chez une jeune femme. Quand j'avais 14 ans et que j'avais fait remarquer que Sophie avait le droit de sortir plus tard malgré seulement 2 ans de plus, on m'avait dit que je faisais des comptes et que je transformais tout en compétition. Quand j'avais demandé pourquoi Gabriel recevait une voiture pour ses 16 ans alors qu'on m'avait dit d'économiser mon argent de babysitting pour la mienne, j'avais été accusée d'être ingrate pour ce qu'il nous fournissait. Chaque fois que je remarquais un traitement injuste, j'étais victime de gaslighting pour croire que le problème venait de ma perception, et non de leur comportement. Chaque fois que je demandais un traitement égal, on me disait que j'étais difficile. Ma famille m'avait appris à croire que défendre mes droits équivalait à créer des problèmes. Mais voici ce que je commençais enfin à comprendre, une famille qui vous punit pour avoir remarqué un traitement injuste n'est pas vraiment intéressée à vous traiter équitablement. Elle veut que vous acceptiez le traitement injuste en silence. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail et j'ai passé la journée à marcher dans la ville, traitant cette révélation. Le soir, j'avais pris une décision qui allait tout changer, j'allais arrêter d'essayer de gagner ma place dans leur vie et commencer à construire une vie où j'étais réellement désiré. Le lendemain matin, je me suis plongé dans le travail avec une concentration que je n'avais jamais eue auparavant. Monique l'a remarqué immédiatement. « Tu as l'air différente », dit-elle après que j'ai réussi à coordonner 3 réunions de prestataires et à résoudre une crise client avant midi. Plus confiante, je suppose. Elle avait raison. Quand vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de convaincre les gens de bien vous traiter, vous avez beaucoup plus d'énergie pour tout le reste. J'ai commencé à rester tard pour apprendre de nouveaux aspects du métier. J'ai suivi Monique lors des réunions clients, pris des notes sur ses techniques, et commencé à nouer des relations avec les prestataires. 2 semaines plus tard, Sophie m'a appelé. Pendant un instant, mon cœur a fait un bond. Peut-être qu'elle allait me dire que Thibaut avait changé d'avis, que tout cela avait été une erreur. Au lieu de cela, elle a dit, Bruno, Brad et moi planifions notre fête de fiançailles, et nous avons décidé de la faire le même week-end que ton anniversaire. Mon anniversaire, le seul jour de l'année qui était censé être le mien. Cela semble être un moment malheureux, dis-je prudemment, testant si c'était intentionnel. Eh bien, c'est le seul week-end qui convient à la famille de Bruno, dit-elle avec désinvolture. Et honnêtement, Éléonore, tu ne fais jamais rien de spécial pour ton anniversaire de toute façon. Tu comprendras. C'était là. L'hypothèse que ma vie, mes sentiments, mon jour spécial pouvaient être mis de côté pour leur convenance. L'attente que je comprenne, m'accommode et disparaisse tranquillement comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose avait changé en moi depuis l'annonce du mariage de Thibaut. Quelque chose de fondamental avait bougé dans la façon dont j'étais prête à être traitée. En fait, je me suis surprise à dire, je planifie quelque chose de spécial cette année, quelque chose que j'attends avec impatience depuis des mois. C'était un mensonge complet. Je n'avais rien prévu. Mais quelque chose en moi avait craqué. Un sens de l'estime de soi longtemps endormi qui refusait d'être à nouveau bafoué. Oh. Sophie semblait sincèrement surprise. Elle s'attendait à ce que je cède immédiatement. Eh bien, je suis sûr que peu importe ce que c'est, ça peut être reprogrammé. Cette fête de fiançailles est vraiment importante, et la grand-mère de Bruno vient de Floride spécialement pour cette date. Mon anniversaire ne peut pas être reprogrammé, Sophie. Ça fait 25 ans que c'est le même jour. Éléonore, ne sois pas difficile à ce sujet. La famille passe avant tout. Est-ce vrai, demandai-je. Parce que je ne me sens pas très prioritaire en ce moment. Le silence qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sophie s'attendait à une conformité automatique.
L'idée que je puisse me choisir moi-même plutôt que sa convenance ne lui était littéralement jamais venue à l'esprit. Très bien, dit-elle finalement, la voix tendue d'irritation. Fais ta petite fête. On t'enverra des photos de la célébration des fiançailles. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma cuisine, fixant mon téléphone. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais choisi moi-même plutôt que la convenance de mes frères et sœurs. C'était terrifiant et exaltant à la fois. Ce week-end-là, je m'étais organisé une fête d'anniversaire. Rien d'élaboré, un dîner avec mes amis du travail dans un bon restaurant, suivi de verres dans un bar local avec musique live. Mais en regardant autour de la table, les gens qui voulaient vraiment célébrer avec moi, qui riaient à mes blagues et écoutaient mes histoires avec un intérêt sincère, j'ai réalisé quelque chose de profond, voilà ce que ça faisait de se sentir valorisé. Voilà ce que ça faisait de compter pour les gens. Et une fois que vous avez fait l'expérience de ce sentiment, il devient très difficile d'accepter moins. Le mariage de Thibaut fut tout ce dont il avait rêvé. Je le sais, car les photos ont inondé les réseaux sociaux pendant des semaines. Une belle cérémonie en plein air, de magnifiques fleurs, des membres de la famille rayonnant entourant le couple heureux. Tous ceux qui comptaient étaient là, célébrant l'amour et les nouveaux départs. Je n'y étais pas. Au lieu de cela, j'ai passé ce samedi à travailler sur ce qui allait devenir la plus grande percée de ma carrière. Un client avait contacté Célébration SARL pour organiser une retraite d'entreprise pour une société pharmaceutique, quelque chose bien au-delà de notre portée habituelle de fêtes d'anniversaire et de petits mariages. Monique voulait refuser, mais je l'ai convaincue de me laisser gérer cela. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Avais-je plaidé? Si je gâche tout, nous ne serons pas dans une situation pire que si nous avions dit non dès le départ. Pendant que mon frère échangeait des vœux avec Victoria, je coordonnais la restauration pour 200 cadres, gérais la logistique du transport et m'assurais que le centre de retraite avait tout le nécessaire pour un événement réussi de 3 jours. Le travail était stimulant d'une manière qui m'enthousiasmait plutôt qu'elle ne m'épuisait. La retraite fut un succès massif. La société pharmaceutique fut tellement impressionnée qu'elle nous a recommandé à 3 autres entreprises. Et soudain, je suis devenu la personne de référence pour les événements d'entreprise haut de gamme. Monique m'a accordé une augmentation, un nouveau titre et des responsabilités considérablement accrues. Pour la première fois depuis l'université, j'avais l'impression de construire quelque chose de significatif au lieu de simplement survivre de paix en paix. Mais le véritable test de ma nouvelle mentalité est arrivé 6 mois plus tard lors d'un dîner de famille auquel j'avais été surprise d'être invité. Nous étions attablés chez mes parents, bavardant de travail et de météo, lorsque Sophie a fait son annonce. Bruno et moi avons fixé la date de notre mariage, dit-elle, rayonnante d'excitation. Mars prochain, nous prévoyons une magnifique cérémonie. Juste la famille proche et quelques amis intimes. Je n'ai même pas levé les yeux de ma nourriture. Cela semble charmant. J'espère que vous aurez une météo parfaite. Ce sera au jardin botanique, continua-t-elle, attendant clairement une réaction plus enthousiaste. Très élégant, très intime, peut-être 40 personnes au total. Intime, répétai-je d'un ton neutre. C'est gentil. Il y avait quelque chose dans mon ton qui fit taire la table. Sophie étudiait mon visage, essayant probablement de comprendre pourquoi je ne demandais pas les robes de demoiselle d'honneur ni n'offrais mon aide pour la planification. Tu pourrais aider pour certaines installations si tu veux, dit-elle finalement, comme si elle me jetait une perche. Puisque tu es dans le secteur de l'événementiel maintenant, tu pourrais peut-être coordonner certaines livraisons de prestataires ou quelque chose comme ça. La condescendance dans sa voix me fit serrer la mâchoire. Elle m'offrait de travailler à son mariage après avoir clairement indiqué que je n'y assisterais pas en tant qu'invité. Elle s'attendait à ce que je fournisse du travail gratuit pour un événement dont j'étais exclu. Je serai occupé ce week-end-là, dis-je simplement. Occupé à faire quoi? À travailler. J'ai un événement client ce week-end-là. C'était vrai, je venais de réserver un mariage de luxe pour le même week-end. Et la compte seule représentait plus que ce que je gagnais en 2 mois. Tu peux certainement reporter ça pour la famille, intervint ma mère, utilisant ce ton qui m'avait toujours fait sentir coupable auparavant. La famille passe toujours avant tout. J'ai posé ma fourchette et les regardé directement. Est-ce que ça passe vraiment, maman? Parce que lorsque je voulais faire partie de la famille au mariage de Thibaut, on m'a dit que je compliquerais les choses. Maintenant, je suis de la famille quand vous avez besoin de main-d'œuvre gratuite, mais pas de la famille quand il s'agit de célébrer ensemble.
La table devint silencieuse. Gabriel sembla mal à l'aise. Mon père se concentra intensément sur sa nourriture. Le visage de Sophie devint rouge. C'est complètement différent, dit-elle. Comment? Tu sais comment? En fait, je ne sais pas, explique-moi en quoi c'est différent. Elle ne le pouvait pas. Aucun d'eux ne le pouvait. Ils avaient créé un système où j'étais de la famille quand ils avaient besoin de quelque chose de moi, mais pas de la famille quand il s'agissait de me joindre à leur joie. Ils attendaient un soutien inconditionnel tout en offrant une acceptation conditionnelle. Je crois que je vais vous laisser, dis-je, me levant et rassemblant mon sac à main. Je vais sauter le reste du dîner. J'ai des appels clients à passer. Alors que je me dirigeais vers la porte, Sophie m'interpella, tu vas vraiment choisir le travail plutôt que la famille? Je me suis retourné pour la regarder, cette sœur qui avait constamment choisi sa convenance plutôt que notre relation, son confort plutôt que mes sentiments, ses priorités plutôt que les miens. Je choisis les gens qui veulent vraiment que je sois là, dis-je doucement. Il y a une différence. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous arrêtez enfin d'accepter moins que ce que vous méritez? Quand vous réalisez que les gens qui prétendent vous aimer devraient réellement agir comme s'ils vous appréciaient aussi? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Parce que ce qui s'est passé ensuite a tout changé. L'année suivant l'annonce du mariage de Sophie fut une période de croissance personnelle sans précédent. Sans l'épuisement émotionnel d'essayer constamment de prouver ma valeur à ma famille, j'ai découvert que j'avais d'énormes réserves d'énergie pour construire la vie que je voulais vraiment. Ma réputation professionnelle dans l'organisation d'événements d'entreprise a commencé à croître rapidement. La retraite pharmaceutique avait démontré ma capacité à gérer des logistiques complexes sous pression, et la nouvelle s'est répandue dans la communauté d'affaires de Chicago. J'ai commencé à recevoir des appels d'entreprises du Fortune 500, d'organisations à but non lucratif et de planificateurs de mariage haut de gamme qui avaient besoin de quelqu'un de fiable pour leurs événements les plus difficiles. Monique, qui était initialement hésitante à s'étendre au-delà de notre champ d'action traditionnel, est devenue ma plus grande avocate. Quel que soit le changement qui s'est produit en toi cette année, dit-elle après que j'ai géré avec succès une conférence de 3 jours pour une entreprise technologique internationale, cela a été incroyable à regarder. Tu as une confiance qui plaît immédiatement aux clients. Elle avait absolument raison. Quand vous arrêtez de douter de votre valeur fondamentale, vous pouvez vous concentrer entièrement sur la démonstration de vos compétences. Quand vous n'essayez pas constamment de gérer le confort des autres face à votre existence, vous pouvez canaliser cette énergie pour exceller dans ce que vous faites. J'ai déménagé de mon studio dans un appartement d'une chambre à Lincoln Park. J'ai acheté une voiture fiable qui ne nécessitait pas de visites hebdomadaires chez le mécanicien. J'ai commencé à suivre des cours du soir en gestion d'événements avancés et en hôtellerie de luxe. Plus important encore, j'ai commencé à dire oui aux invitations sociales des collègues et des clients, construisant un réseau de relations professionnelles qui semblait sincèrement solidaire. C'est ainsi que j'ai rencontré Daniel. Il était l'orateur principal lors d'un gala de charité que je coordonnais pour un hôpital pour enfants. Dr Daniel Chen, chirurgien pédiatre qui avait été le pionnier d'une nouvelle technique pour traiter les malformations cardiaques congénitales. Il devait parler de l'intersection entre l'innovation médicale et le soutien communautaire. Je faisais ma dernière visite de la salle de bal lorsque je l'ai approché pendant l'heure du cocktail. « Êtes-vous Éléonore Dubois ?» demanda-t-il, me tendant la main. Je voulais vous remercier personnellement pour la coordination de ce soir. La façon dont vous avez réussi à rendre cette salle de bal d'hôtel chaleureuse et intime tout en accueillant 300 invités est remarquable. Merci, dis-je, sincèrement surprise par le compliment spécifique. La plupart des gens disent juste bon travail sans vraiment comprendre ce qu'il faut pour créer l'atmosphère. Je dois demander, continua-t-il. Seriez-vous disponible pour des événements privés? Mon hôpital prévoit un gala de collecte de fonds l'année prochaine, et après avoir vu votre travail ce soir, j'aimerais discuter de vous confier la coordination. Cette conversation a mené à un café la semaine suivante pour discuter du gala de l'hôpital. Le café a mené à un dîner pour continuer les discussions de planification. Le dîner a mené à la réalisation que nous apprécions tous les deux les longues promenades le long du lac Michigan et avions des opinions tranchées sur la meilleure pizza deep dish de Chicago. Daniel était différent de tous les hommes avec qui j'avais eu des rendez-vous auparavant. Il était talentueux sans être arrogant, confiant sans être dominateur. Il posait des questions réfléchies sur mon travail, mes objectifs, mes opinions sur tout, de l'architecture à la justice sociale. Plus important encore,
il semblait sincèrement intéressé par mes réponses. 3 mois après le début de notre relation, il a abordé de front la situation familiale. « Tu ne parles pas beaucoup de tes frères et sœurs », a-t-il remarqué un soir au dîner. « Êtes-vous proches ?»« C'est compliqué, » dis-je, revenant à l'explication que j'utilisais depuis des années. « À quel point c'est compliqué ?» Je me suis retrouvé à lui raconter l'exclusion du mariage de Thibaut, le planning de la fête de fiançailles de Sophie, le schéma de n'être incluse que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Je m'attendais à ce qu'il suggère que je réagissais de manière excessive ou que les relations familiales demandaient plus de patience et de compréhension. Au lieu de cela, il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Cela doit être épuisant, devoir prouver constamment que vous méritez une considération de base de la part de personnes censées vous aimer inconditionnellement. » Sa simple validation signifiait plus que des années de thérapie. Il n'a pas essayé de réparer mes relations familiales ou de me convaincre d'être plus compréhensive. Il a juste reconnu que leur comportement était problématique et que mes sentiments à ce sujet étaient raisonnables. « Tu sais ce que j'ai remarqué ?» dit-il alors que nous rentrions à pied ce soir-là. « Quand tu parles de ton travail, ton visage s'illumine. Tu deviens animé et passionné. Quand tu parles de ta famille, tu as l'air fatigué, comme si tu portais quelque chose de lourd. » Il avait raison. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais dépensé d'énergie émotionnelle à gérer les dynamiques familiales jusqu'à ce que je commence à rediriger cette énergie vers des personnes qui l'appréciaient réellement. La validation d'être dans une relation saine a commencé à mettre en évidence à quel point mes dynamiques familiales avaient toujours été dysfonctionnelles. La famille de Daniel m'a accueilli chaleureusement dès notre première rencontre. Ils posaient des questions sincères sur mon travail, se souvenaient des détails des conversations précédentes et m'incluaient naturellement dans leur rassemblement. Le contraste était saisissant. « Votre petite amie est ravissante », dit la mère de Daniel, Patricia, à Daniel après un dîner dominical où j'avais aidé au nettoyage sans qu'on me le demande. Elle a des histoires si intéressantes sur son travail, et elle écoute vraiment quand les autres parlent. C'est plus rare qu'on ne le devrait. Être entouré de la famille Chen m'a montré à quoi ressemblaient les dynamiques familiales fonctionnelles. Ils étaient parfois en désaccord, mais avec respect. Ils se taquinaient, mais sans cruauté. Ils célébraient sincèrement les succès des autres, sans compétition ni ressentiment. Plus important encore, ils semblaient vraiment apprécier de passer du temps ensemble. Pendant ce temps, ma propre famille continuait de fonctionner exactement comme elle l'avait toujours fait. Gabriel a annoncé ses fiançailles 6 mois après le mariage de Sophie. Et j'ai tout de suite su ce qui allait arriver. « Éléonore, » dit-il au téléphone, sa voix portant ce ton particulier que mes frères et sœurs utilisaient lorsqu'ils étaient sur le point de donner une nouvelle décevante tout en prétendant être raisonnables. « Rachel et moi avons fixé la date de notre mariage, et je voulais t'en parler avant que tu ne l'apprennes par maman et papa. »« Laisse-moi deviner, » dis-je, sans lever les yeux des contrats de prestataires que j'examinais pour une prochaine célébration d'anniversaire d'entreprise. Petite cérémonie, famille proche seulement, et je ne suis pas assez proche. Le silence s'est étiré si longtemps que je me suis demandé si l'appel avait été coupé. « Écoute, » dit-il finalement, « ce n'est pas personnellement toi. Il s'agit de garder les choses simples, d'éviter tout drame potentiel. J'ai terminé pour lui. » Complications, tension. Oui, j'ai déjà entendu ça. Tu sais, ce n'est pas une question de ta valeur en tant que personne, dit David, mais sa voix manquait de conviction même en le disant. N'est-ce pas le cas, demandai-je, curieuse de savoir. Parce que si 3 frères et sœurs décident indépendamment que la présence de la même sœur gâcherait leur jour le plus important, quelle conclusion cette sœur devrait-elle en tirer sur la façon dont sa famille la voit? Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça, David. Vous avez tous décidé que je suis fondamentalement incompatible avec votre bonheur, que ma simple existence crée des problèmes qui doivent être gérés plutôt que célébrés. J'ai pu entendre son soupir lourd. Très bien, fais comme tu veux. Je le ferai, dis-je, et je le pensais plus profondément que je n'avais jamais rien pensé auparavant. Après avoir raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti après ces conversations auparavant, une paix complète. Pas de dévastation, pas de déception désespérée, pas de calculs mentaux frénétiques sur ce que je pouvais changer pour gagner leur acceptation, juste une certitude calme que je savais exactement où j'en étais et que je pouvais planifier ma vie en conséquence. Ce week-end-là, Daniel et moi sommes allés visiter des maisons. Nous parlions d'emménager ensemble,
et la dernière confirmation de mes priorités par ma famille avait clarifié quelque chose d'important pour moi, j'étais prête à construire mes propres traditions avec quelqu'un qui me choisissait constamment. Nous avons trouvé un beau townhouse à Andersonville avec des planchers de bois francs, une cuisine rénovée et un petit jardin où nous pourrions cultiver des herbes et des légumes. En traversant les pièces, je pouvais imaginer notre avenir là-bas, des dîners avec des amis qui appréciaient notre compagnie, des célébrations de fêtes où tout le monde était sincèrement le bienvenu, une vie construite sur le respect mutuel et l'affection authentique. Ça, c'est bien, dit Daniel, m'enlaçant dans le salon vide qui serait bientôt rempli de meubles que nous choisirions ensemble. Ça l'est vraiment, répondis-je, m'appuyant contre sa poitrine. 6 mois plus tard, il me demanda en mariage dans ce même salon, maintenant meublé d'un canapé confortable et d'étagères que nous avions montées ensemble. Ce n'était pas élaboré ou orchestré, juste honnête, parfait et exactement ce qu'il nous fallait en tant que couple. Éléonore, dit-il, se mettant à genoux entre notre table basse et la fenêtre où la lumière du matin filtrait. J'aime ta force. J'aime la façon dont tu as appris à t'apprécier comme tu mérites de l'être. J'aime le fait que tu refuses de te contenter de relations qui ne nourrissent pas ton âme. Veux-tu m'épouser et me laisser passer le reste de ma vie à te montrer ce que ça fait d'être le premier choix de quelqu'un chaque jour? À travers des larmes de pure joie, j'ai dit oui. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti comme la personne la plus importante dans l'univers de quelqu'un, non pas parce que je l'avais gagné grâce à un comportement parfait ou à une accommodation sans fin, mais simplement parce qu'il voyait ma valeur et la célébrait. Planifier notre mariage est devenu le défi professionnel et personnel de ma vie. Daniel et moi voulions quelque chose d'élégant mais d'authentique, de significatif mais pas de prétentieux. Après des recherches approfondies, nous avons choisi le manoir de Ravenswood, un manoir victorien restauré avec des jardins qui seraient parfaits pour une cérémonie en plein air suivie d'une réception à l'intérieur. Établir notre liste d'invités fut l'exercice le plus honnête que j'ai jamais entrepris. La famille élargie de Daniel, qui m'avait complètement adopté. Nos amis communs du travail et des cercles sociaux. Des collègues devenus de véritables compagnons. Mes colocataires d'université qui avaient suivi ma transformation avec fierté et enthousiasme. Des membres de la famille élargie, tantes, oncles et cousins qui m'avaient toujours traité avec une gentillesse de base malgré les drames avec ma famille proche. Et puis vint la question que j'évitais, que faire de Thibaut, Sophie et Gabriel? Tu dois les inviter, dit ma mère lors d'un de ces appels téléphoniques de plus en plus fréquents sur les détails du mariage. Que penseront les gens quand tes propres frères et sœurs ne seront pas à ton mariage? Les gens vont poser des questions. Qu'ils posent, répondis-je, en adressant les invitations à notre table de salle à manger. Je ne planifie pas mon mariage autour de la gestion des opinions des autres. Éléonore, sois raisonnable. Quels que soient les problèmes que tu penses avoir avec tes frères et sœurs, le jour de ton mariage devrait être synonyme de pardon et de rassemblement familial. J'ai posé mon stylo à calligraphie et j'ai pris une profonde inspiration. Maman, ils m'ont clairement fait comprendre par leurs actions que je ne faisais pas partie de leur célébration familiale. Pourquoi devrais-je les inclure dans les miennes? C'est complètement différent. En quoi est-ce différent? Utilise tes mots, maman. Explique-moi la différence. La question est restée en suspens entre nous, tout comme à chaque fois que je l'avais posée au cours des 3 dernières années. J'avais demandé des explications précises sur leur comportement pendant des années et n'en avais jamais reçu une qui avait un sens logique. C'est comme ça, dit-elle finalement, revenant à la non-explication qui m'avait frustré toute ma vie. Tu es la mariée. Tu devrais être la personne la plus noble ici. La personne la plus noble. J'avais entendu cette phrase d'innombrables fois en grandissant. Sois la personne la plus noble quand Thibaut a eu la plus grande chambre parce qu'il était plus âgé. Sois la personne la plus noble quand Sophie a eu la voiture qui m'avait été promise parce qu'elle en avait plus besoin. Sois la personne la plus noble quand Gabriel a reçu un soutien financier pour l'université alors que je travaillais 3 emplois pour payer mes propres études. J'ai été la personne la plus noble pendant 28 ans. Maman, j'ai terminé. Après avoir raccroché, j'ai regardé les 3 faire-part de mariage que j'avais préparés pour mes frères et sœurs. Magnifique papier cartonné ivoire avec une élégante écriture dorée, exactement comme tous les autres. À l'intérieur, la même invitation chaleureuse à célébrer notre amour et à témoigner de notre engagement à construire une vie ensemble. Daniel m'a trouvé assise là 1 heure plus tard, fixant toujours ces 3 enveloppes. Des doutes, demanda-t-il, s'asseyant à côté de moi à table. Je n'arrête pas de penser à ce que ça signifie, dis-je lentement. Si je n'envoie pas cela,
c'est définitif. C'est moi qui reconnais officiellement que nous n'avons pas de relation fonctionnelle et que j'ai arrêté d'essayer de les créer. Et si tu les envoies? J'ai considéré sa question sérieusement. Si je les envoie, je leur dis que rien de ce qu'ils ont fait n'a d'importance, qu'ils peuvent m'exclure de leurs jours les plus importants et s'attendre quand même à être inclus dans les miens, qu'il n'y a aucune conséquence à me traiter comme une option. Daniel hocha la tête pensivement. Qu'est-ce que ton instinct te dit? Mon instinct me disait que mes frères et sœurs avaient fait leur choix à plusieurs reprises au fil des années. Ils avaient eu de multiples occasions de m'inclure, de me traiter comme quelqu'un de précieux, de démontrer qu'ils me voulaient dans leur vie. Au lieu de cela, ils avaient constamment choisi leur propre confort plutôt que mes sentiments, leur convenance plutôt que nos relations. Il était temps pour moi de faire mon choix. J'ai rassemblé les 3 faire-part et je suis allé dans la cuisine où je les ai jetés dans la poubelle de recyclage. Le bruit qu'ils ont fait en touchant le fond était définitif et étonnamment satisfaisant. Plus de retour en arrière, observa Daniel calmement. Tant mieux, dis-je, surprise de ce que je voulais vraiment dire. Les faire-part que nous avons envoyés ont été reçus avec enthousiasme et joie sincère. Nos amis étaient impatients de célébrer avec nous. La famille de Daniel a appelé pour offrir son aide sur les détails de la planification. Mes proches élargis ont envoyé des notes chaleureuses exprimant leur joie pour mon bonheur et leur admiration pour la vie que j'avais construite. Mais je savais que le véritable test allait arriver. Mes frères et sœurs étaient sur le point de découvrir que leur petite sœur avait finalement appris à les exclure en retour. Et compte tenu de leur comportement passé, j'étais certaine qu'ils ne géreraient pas gracieusement cette révélation. Ce que je n'aurais pas pu prévoir, c'est à quel point ils seraient prêts à essayer de forcer leur chemin de retour dans ma vie, ou à quel point je serais devenue forte pour protéger la paix que j'avais mis tant de temps à créer. L'appel téléphonique a commencé exactement 3 jours après la livraison des faire-part. Thibaut fut le premier, et sa voix portait cette combinaison particulière d'incrédulité et d'indignation que j'avais entendue chaque fois que ses attentes n'étaient pas satisfaites. Éléonore, je pense qu'il y a eu une erreur avec le service postal, dit-il sans préambule. Victoria et moi n'avons jamais reçu notre faire-part de mariage. J'étais dans mon bureau chez Célébration SARL, examinant les détails finaux d'une célébration de fusion d'entreprise. L'ironie de planifier un événement joyeux tout en ayant cette conversation ne m'avait pas échappé. Il n'y a pas d'erreur, dis-je calmement, prenant des notes sur les arrangements floraux. Le silence qui a suivi fut si complet que je pouvais l'entendre respirer. Éléonore, dit-il finalement, la voix tendue par une colère maîtrisée. Tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet. Je suis complètement sérieuse. Mais nous sommes ta famille. Nous sommes tes frères et ta sœur. Ces mots, les mêmes mots qu'ils avaient écartés quand je voulais être incluse dans leur célébration, planaient entre nous maintenant, chargés d'années de contradictions et d'hypocrisie. Sommes-nous une famille, Thibaut? Parce que quand je voulais être témoin de ton bonheur, tu m'as dit que j'étais une complication à gérer. Quand je voulais célébrer l'histoire d'amour de Sophie, on m'a dit que j'allais créer du drame. Quand je voulais soutenir le nouveau départ de Gabriel, je n'étais apparemment pas une famille assez proche pour être qualifiée. Ces situations étaient différentes. Comment, l'interrompis-je. La même question que je posais depuis des années. Comment ces situations sont-elles différentes de celles-ci? Utilise des mots précis, Thibaut. Explique-moi comment m'exclure de ton mariage était différent de t'exclure du mien. Encore un long silence. Je pouvais presque l'entendre chercher désespérément une explication qui aurait un sens, une distinction logique qui justifierait leur comportement tout en condamnant le mien. Nous essayons d'éviter tout conflit potentiel, dit-il finalement. Félicitations, répondis-je avec douceur. Mission accomplie. Pas de conflit potentiel à mon mariage non plus. C'est ridicule. Éléonore, tu es notre sœur et ils sont mes frères. Mais, bizarrement, cela n'a pas suffi pour me gagner une place à vos célébrations. Pourquoi cela devrait-il suffire pour vous gagner des places aux miennes? J'ai entendu une inspiration brusque, réalisant probablement que j'appliquais leur propre logique à eux. Nous pouvons trouver un arrangement, dit-il, son ton virant à la négociation. Nous pouvons discuter des problèmes que tu penses avoir. En fait, nous ne pouvons pas, le coupai-je, reportant mon attention sur les contrats de prestataires sur mon bureau. Mon lieu de réception a une capacité limitée, et j'ai invité des gens qui veulent vraiment célébrer avec moi. Il n'y a tout simplement pas de place pour quiconque considère ma présence comme optionnelle dans leur vie. Après avoir raccroché, quelque chose d'intéressant s'est produit.
Au lieu de la culpabilité, de l'anxiété et du besoin désespéré de réparer les choses qui avaient toujours suivi les confrontations avec ma famille, je n'ai ressenti rien. Juste une certitude calme que j'avais géré la situation exactement comme il fallait le faire. 2 heures plus tard, Sophie a appelé. Son approche était plus stratégique, plus manipulatrice émotionnellement. « Éléonore, ma chérie, commença-t-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. Je pense qu'il y a eu une confusion concernant les faire-part de mariage. Je sais que tu es contrariée par le passé, mais nous pouvons sûrement dépasser tout ça maintenant. Il n'y a pas de confusion, Sophie, juste des conséquences. Écoute, je comprends que tu te sois sentie blessée par nos décisions concernant le mariage, mais c'est ton mariage. Il est censé être question d'amour, de pardon et de réunir les familles dans la célébration. J'ai failli rire de cette philosophie sélective. Vraiment? Parce que ton mariage concernait le fait de séparer la famille. Celui de Gabriel aussi. Celui de Thibaut aussi. Mais maintenant que c'est mon tour, soudain les mariages concernent le rassemblement de tout le monde. Mesquine. Le mot qu'ils utilisaient toujours quand j'osais me défendre. Quand je refusais d'accepter un mauvais traitement sans me plaindre. Tu sais ce qui est vraiment mesquin, Sophie? Désinviter ta sœur à ton mariage parce que tu as décidé que ta personnalité était incompatible avec ton bonheur. Tu sais ce qui est aussi mesquin? Planifier ta fête de fiançailles le jour de mon anniversaire parce que tu savais que je ne me battrais pas contre toi sur la date. Ce n'est pas mesquin. C'est la responsabilité. Mais nous sommes une famille, dit-elle, retombant sur le refrain qui avait perdu tout son sens par répétition. Non, Sophie, la famille ne s'exclut pas systématiquement des moments les plus importants de la vie. La famille ne traite pas les membres comme des problèmes à gérer plutôt que comme des personnes à célébrer. Tu m'as appris que je ne suis pas ta famille. J'accepte enfin la leçon. Les conversations avec Gabriel ont suivi le même schéma. Mais sa stratégie était de la pure manipulation émotionnelle. Maman pleure depuis des jours, dit-il sans aucun bonjour quand j'ai décroché son appel. Papa ne comprend pas comment sa seule fille pourrait exclure ses frères de son mariage. Ils sont dévastés, Éléonore. Est-ce vraiment ce que tu voulais? J'étais à la maison, arrangeant des fleurs de notre jardin dans des vases pour un test photo avec notre fleuriste de mariage. La simple tâche domestique était apaisante tout en naviguant dans sa tentative de me culpabiliser pour me faire obéir. Où était le cœur brisé de maman et papa quand vous avez décidé que je n'étais pas une famille assez proche pour vos mariages, demandai-je, taillant les tiges avec des coupes précises. Ce n'était pas la même chose. Arrête de dire ça, les mots sortirent plus brusques que je ne l'avais prévu. Des mois de frustration perçaient enfin mon sang-froid soigneusement maintenu. Arrête de me dire que ce n'était pas la même chose sans expliquer en quoi c'était différent. Je suis épuisé d'accepter des non-explications et de faire semblant qu'elles ont un sens. Tu es complètement déraisonnable, dit David. Vraiment? Parlons de ce qui est raisonnable. Est-il raisonnable d'attendre de votre sœur qu'elle aide à planifier votre mariage tout en l'excluant d'y assister? Parce que c'est ce que Sophie a fait. Est-il raisonnable de demander à votre sœur de coordonner les livraisons de prestataires pour une cérémonie dont elle n'est pas invitée à être témoin? Parce que c'est ce que Thibaut a suggéré. Est-il raisonnable de passer 28 ans à traiter quelqu'un comme un membre de la famille de second ordre, puis d'exiger un traitement de première classe en retour? Nous ne t'avons jamais traité comme ça. Oui, vous l'avez fait, dis-je, arrangeant des roses blanches dans un vase en cristal. Leur beauté contrastait fortement avec la laideur de notre conversation. Vous m'avez traité comme le plan B de la famille. Assez bien pour fournir du travail gratuit. Pas assez précieuse pour être incluse dans les célébrations qui comptaient. Assez utile pour le nettoyage et la coordination. Pas digne d'être incluse dans la joie réelle. Que arrive-t-il lorsque mes frères et sœurs réalisent que leur tactique de pression ne fonctionne pas? Déposez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous, car ils étaient sur le point de découvrir à quel point j'étais prête à aller loin pour protéger la paix que j'avais si durement lutté pour créer. Les appels téléphoniques individuels n'étaient que le début. En une semaine après les tentatives ratées de manipulation de mes frères et sœurs, mes parents ont lancé une campagne coordonnée qui aurait impressionné n'importe quel stratège militaire. Ma mère appelait 2 fois par jour, alternant entre les larmes et la colère. Mon père envoyait de longs emails sur la loyauté familiale et l'importance du pardon. Les membres de la famille élargie ont commencé à se manifester, visiblement recrutés pour appliquer la pression sous plusieurs angles. Ta cousine Jennifer m'a appelé,
mentionna Daniel un soir au dîner. Elle voulait comprendre ta perspective sur la situation familiale. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ce n'était pas à moi de juger comment tu gères les relations avec des gens qui ont passé des années à te traiter mal. Il tendit la main à travers notre petite table à manger pour me serrer la main, mais je mentionnais que n'importe qui t'a vu t'épanouir depuis que tu as arrêté d'essayer de gagner leur approbation pourrait comprendre pourquoi tu n'es pas pressé de réinviter cette toxicité dans ta vie. La campagne de pression s'est intensifiée à l'approche de la date de notre mariage. Ma mère a commencé à se présenter à mon lieu de travail, créant des scènes dans le hall de célébration SARL jusqu'à ce que j'accepte de lui parler. Mes frères et sœurs ont commencé à passer devant notre townhouse à des heures aléatoires, laissant des notes sur notre porte, demandant juste 5 minutes pour parler. Le point de rupture est survenu lorsque Thibaut m'a prise en embuscade dans le parking de mon immeuble de bureau un mercredi soir. J'étais épuisé après avoir coordonné une conférence pharmaceutique de 3 jours, impatiente de rentrer chez moi et de prendre un dîner tranquille avec Daniel. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon frère aîné appuyé contre ma voiture, son visage un masque de frustration à peine contenu. « Éléonore, nous devons parler, dit-il, se plaçant sur mon chemin alors que j'approchais avec mes clés. « Non, Thibaut, nous n'avons pas à le faire. » Je fis le tour de lui vers la portière conducteur. 5 minutes. Donne-moi juste 5 minutes pour expliquer. Quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité que j'avais rarement entendue de lui, m'a fait m'arrêter. Quand je me suis retourné, il avait l'air vraiment angoissé plutôt que simplement en colère ou frustré. « D'accord, dis-je, posant ma mallette. 5 minutes. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là, commença-t-il, se passant les mains dans les cheveux dans un geste dont je me souvenais depuis l'enfance. Je ne comprends pas comment tu peux jeter toute notre relation à cause des faire-part de mariage. Je n'ai pas jeté notre relation, Thibaut. Tu l'as fait il y a 3 ans lorsque tu as décidé que ma présence diminuerait ta joie de mariage. J'accepte simplement la réalité que tu as établie. Mais nous sommes une famille, dit-il, retombant sur le refrain devenu insignifiant par répétition. Le sommes-nous? Parce que la famille ne laisse pas la famille seule dans les halls de restaurants pendant qu'ils célèbrent à des tables qui n'ont mystérieusement pas de place pour eux. La famille ne planifie pas ces moments les plus heureux de manière à souligner ton exclusion. La famille ne te traite pas comme une obligation qu'elle essaie de minimiser. Thibaut resta silencieux un long moment. Et je pouvais le voir réfléchir réellement plutôt que de simplement se défendre automatiquement. Peut-être que nous avons mal géré les choses, dit-il finalement. Je le regardais, stupéfaite par l'audace de la demande. Tu veux que je te montre à quoi ressemble une vraie famille en te récompensant pour m'avoir montré à quoi ressemble une fausse famille? Tu veux que je démontre de l'amour en acceptant des gens qui ont constamment démontré qu'ils ne m'aiment pas vraiment? Je veux que tu nous pardonnes. Je t'ai pardonné, Thibaut. Te pardonner ne signifie pas faire semblant que ce n'est pas arrivé. Cela ne signifie pas te donner accès pour me blesser à nouveau de la même manière. Cela signifie accepter que tu es qui tu es et choisir de construire mon avenir autour des personnes capables de faire mieux. 2 semaines avant le mariage, Sophie tenta une approche complètement différente. Elle apparut sur le pas de notre porte un samedi matin, les larmes coulant sur son visage, l'air plus vulnérable que je ne l'avais vu depuis l'enfance. « Éléonore, s'il te plaît, sanglota-t-elle lorsque Daniel ouvrit la porte. Je t'en supplie. Ne détruis pas notre famille pour ça. Daniel me regarda interrogateur, et je hochai la tête. Il la fit entrer dans notre salon où elle s'effondra sur notre canapé comme si ses jambes ne la soutenaient plus. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, commença-t-elle, une fois que ses pleurs se furent calmés suffisamment pour qu'elle puisse parler clairement de la façon dont nous t'avions exclu de nos célébrations. Et je réalise. Je réalise que nous t'avons peut-être blessé plus que nous ne l'avions compris. Je m'assis en face d'elle, curieuse de voir où cette nouvelle stratégie menait. Nous t'avons blessé, n'est-ce pas, continua-t-elle. C'était plus proche d'une véritable reconnaissance que tout ce que j'avais reçu de mes frères et sœurs. Mais quelque chose dans sa formulation me dérangea. Tu ne m'as pas fait sentir que je ne comptais pas, Sophie. Tu as démontré que je ne comptais pas. Il y a une différence. Elle tressaillit à la correction. D'accord. Nous avons démontré que tu ne comptais pas pour nous. Nous avions tort. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi avez-vous décidé que je ne comptais pas assez pour être témoin de votre bonheur? Parce qu'elle avait du mal avec les mots, manifestement mal à l'aise avec une véritable introspection. Parce que tu questionnais toujours les choses.
Tu signalais quand les choses n'étaient pas justes. Tu ne te contentais jamais des décisions familiales sans les analyser. Et voilà. Le plus proche d'une honnêteté que j'aurais jamais obtenue d'aucun d'eux. Ils m'avaient exclu de leurs moments les plus importants parce que j'avais l'audace de remarquer un traitement injuste et le courage de le mentionner. Ils avaient décidé que ma personnalité était fondamentalement incompatible avec leur confort. Donc, tu m'as exclu de tes mariages parce que je ne voulais pas prétendre être heureuse d'être exclue d'autre chose. Quand tu le formules comme ça semble horrible. Ça l'était, Sophie. Tu m'as fait sentir qu'il y avait quelque chose de mal avec moi parce que je voulais être traitée équitablement. Tu m'as fait croire qu'attendre un respect de base équivalait à être difficile. Elle pleurait à nouveau, mais plus doucement maintenant. Je suis désolé. Je suis vraiment sincèrement désolé. C'était la première excuse sincère que j'avais jamais reçue d'aucun de mes frères et sœurs. Cela signifiait quelque chose, mais pas assez pour changer ma décision. J'apprécie tes excuses, dis-je prudemment. Mais Sophie, tu n'es pas venue ici pour te faire pardonner. Tu es venue ici pour essayer de te faire inviter à mon mariage. Ce n'est pas une question de reconnaître le mal que tu as fait. C'est une question de vouloir quelque chose de moi. Est-ce que ça peut être les deux? Pas vraiment. Si tu étais vraiment désolé de la douleur que tu as causée, tu respecterais ma décision de me protéger d'en faire l'expérience à nouveau. Tu comprendrais que les actions ont des conséquences, même lorsque les membres de la famille sont ceux qui agissent. Une semaine avant notre mariage, mes parents ont exigé ce qu'ils ont appelé une réunion familiale finale. Nous étions 5, insistait-il. Il est temps de résoudre cette situation une bonne fois pour toutes avant qu'elle ne nuise de façon permanente à nos relations familiales. J'ai failli refuser. Daniel m'a encouragé à y aller, suggérant qu'une confrontation directe pourrait enfin mener à la conversation honnête qui avait été évitée pendant des années. Tu as géré cela par appel téléphonique et conversation sur le pas de la porte, a-t-il souligné. Peut-être qu'il est temps d'avoir la discussion qui aborde tout en même temps. Nous nous sommes retrouvés chez mes parents un dimanche après-midi qui aurait dû être consacré aux préparatifs finaux du mariage. Le salon semblait plus petit avec nous 5 dedans, la tension suffisamment épaisse pour perturber les schémas de respiration normaux. Je me suis assise dans la chaise que j'avais revendiquée comme mienne pendant l'enfance, tandis que mes frères et sœurs s'installaient sur le canapé comme un front uni. Éléonore, commença mon père, utilisant sa voix la plus autoritaire. Cette situation a duré assez longtemps. Tu te maries le week-end prochain et tes frères et sœurs ne sont pas invités. C'est tout à fait inacceptable. Pourquoi est-ce inacceptable, demandai-je calmement. Parce que nous sommes ta famille et que tu es la nôtre. Mais cela ne les a pas empêchés de m'exclure de leur mariage. Ma mère soupira dramatiquement. Éléonore, nous avons expliqué que ces situations étaient entièrement différentes. Non, maman. Vous avez affirmé qu'elles étaient différentes. Vous n'avez jamais réellement expliqué en quoi elles étaient différentes. Alors, faisons-le maintenant. Ayons la conversation que nous aurions dû avoir il y a 3 ans. Je regardais chacun d'eux dans la pièce. Expliquez-moi pourquoi il était acceptable que Thibaut décide que ma présence compliquerait son bonheur conjugal, mais qu'il est inacceptable pour moi de décider qu'il compliquera le mien. Silence. Expliquez-moi pourquoi Sophie a pu planifier sa fête de fiançailles le jour de mon anniversaire sans aucune objection familiale. Mais la planification de mon mariage est traitée comme une crise familiale. P. Lu de silence. Expliquez-moi pourquoi Gabriel a pu décider que je n'étais pas une famille assez proche pour sa cérémonie, mais que je suis censé le considérer comme une famille assez proche pour la mienne. Le silence s'étira jusqu'à devenir inconfortable. Ils étaient forcés de confronter la logique qu'ils évitaient depuis des années. Finalement, Thibaut prit la parole. Nous essayons d'éviter les conflits. Quels conflits spécifiques essayez-vous d'éviter en m'excluant? Tu trouvais toujours des problèmes dans les choses, lutta-t-il pour trouver des mots qui ne sonneraient pas terribles. Tu remettais en question les décisions, tu signalais les incohérences, tu rendais tout plus compliqué que nécessaire. Et voilà, la vérité. Ils dansaient autour depuis des années. Donc, vous m'avez exclu de vos mariages parce que j'ai un cerveau fonctionnel et le courage de l'utiliser. Parce que je remarque un traitement injuste et que j'ai l'audace de le mentionner. Tu rendais les choses difficiles, ajouta Sophie. Apparemment, décider que l'honnêteté était leur seule stratégie restante. J'ai rendu les choses honnêtes, corrigeai-je. J'ai rendu les choses équitables.
J'ai refusé de faire semblant qu'un traitement inéquitable était acceptable, et cela vous a mis mal à l'aise. Tu ne pouvais jamais simplement accepter les choses comme elles étaient, contribua David. Tu devais toujours analyser chaque décision. Oui, dis-je simplement. J'ai remis en question pourquoi j'étais traité différemment. J'ai analysé les schémas d'exclusion et de favoritisme. J'ai refusé d'accepter silencieusement un mauvais traitement. Et vous avez décidé que mon refus d'être un paillasson me rendait inapproprié pour vos célébrations. Mon père s'éclaircit la gorge. Indépendamment de ce qui s'est passé avant, Éléonore, exclure tes frères et sœurs de ton mariage est extrême. Les gens vont le remarquer. Les gens vont poser des questions. Et voilà. La vraie préoccupation. Pas mes sentiments, pas les dommages causés à nos relations, mais ce que les autres allaient penser. Qu'ils posent des questions, papa. Qu'ils se demandent pourquoi mes frères et sœurs ne sont pas à mon mariage. Peut-être que certains d'entre eux réaliseront qu'il y a des conséquences à traiter mal les gens, même si ces gens sont de la famille. Tu ne peux pas être sérieuse à propos de cette décision, dit ma mère, sa voix s'élevant. Je n'ai jamais été aussi sérieuse à propos de quoi que ce soit de ma vie, répondit la salle, des années de ressentiment enfoui faisant irruption dans un chaos d'accusations, de justifications et de tentatives désespérées de manipulation émotionnelle. Tout le monde parlait en même temps, pointant du doigt, faisant des exigences. Au milieu de tout cela, je suis restée assise calmement, regardant ma famille imploser à cause des conséquences de leur propre choix. Ils avaient passé des années à m'apprendre que j'étais remplaçable, que mes sentiments étaient négociables, que leur confort comptait plus que mon inclusion. Maintenant, ils étaient choqués et indignés que j'ai enfin appris la leçon qu'ils avaient mis tant d'efforts à m'enseigner. Finalement, mon père éleva la voix au-dessus du chaos. Assez. C'est ridicule, Éléonore. Tu vas inviter tes frères et sœurs à ton mariage, où il y aura de graves conséquences pour cette famille. Je le regardais. Cet homme qui avait regardé ses autres enfants m'exclure systématiquement et n'était jamais intervenu. Cet homme qui maintenant me menaçait pour m'être enfin défendu après des années d'acceptation de leur mauvais traitement. Quelles conséquences, papa? Tu vas m'exclure des événements familiaux. C'est déjà arrivé. Tu vas traiter mes sentiments comme s'ils n'avaient pas d'importance. J'ai déjà vécu ça. Tu vas prioriser le confort de tout le monde plutôt que mon bien-être. Je vis cela actuellement. Je me levai et rassemblai mon sac à main. Vous savez quelle sera la vraie conséquence? Je vais avoir un beau mariage entouré de personnes qui m'aiment et me valorisent vraiment. Des gens qui voient ma présence comme un cadeau plutôt qu'un problème à gérer. Et vous tous, vous resterez à la maison, comprenant enfin ce que ça fait d'être à l'extérieur de la joie de quelqu'un d'autre. Le matin avant mon mariage, ma mère fit une dernière tentative qui en révéla plus sur leur état d'esprit que tout le reste. Elle appela alors que j'étais au salon de beauté pour me faire les ongles, entouré d'autres mariés se préparant pour leur propre célébration. Éléonore, dit-elle, sa voix tendue d'une émotion à peine contenue. Je dois te dire quelque chose qui pourrait t'aider à comprendre pourquoi tes frères et sœurs ont fait les choix qu'ils ont fait concernant leur mariage. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour pouvoir continuer mon rendez-vous de manucure. Quand tu étais jeune, tu étais intense. Tu remettais en question chaque décision familiale, chaque règle, analysais chaque situation jusqu'à ce que tout le monde soit épuisé. Tes frères et sœurs ont appris qu'inclure dans leur plan signifiait des heures de justification et d'explication pour des choix qui auraient dû être simples. Je fis une pause. Ma main à mi-chemin du choix du vernis à ongles. C'était sa grande révélation, son dernier atout. Continue, dis-je. Ils ont commencé à t'exclure des choses parce que c'était émotionnellement épuisant de devoir faire justifier leur bonheur. Ils voulaient profiter de leur célébration sans avoir à défendre chaque choix auprès de quelqu'un qui semblait déterminé à trouver des problèmes. Je raccrochais et regardais vraiment le nom de ma mère sur l'écran. Cette femme qui m'avait élevé, qui était censée me protéger et me défendre, appelait la veille de mon mariage pour me dire que mes frères et sœurs avaient eu raison de m'exclure. Maman, dis-je lentement. Comprends-tu ce que tu viens de me dire? J'essaie de t'aider à comprendre leur perspective. Tu viens de me dire que mes frères et sœurs m'ont exclu de leur mariage parce que je posais des questions et que j'attendais des explications pour un traitement injuste. Tu viens de confirmer qu'ils m'ont puni pour avoir des compétences de pensée critique et avoir refusé d'accepter un traitement inéquitable sans commentaire. Tu rendais tout difficile. J'ai rendu tout équitable. Je l'interrompis. J'ai rendu tout honnête.
j'ai refusé d'accepter silencieusement un mauvais traitement, et cela les a mis mal à l'aise. Les autres clientes du salon essayaient de ne pas écouter, mais je pouvais voir qu'elles échangeaient des regards. Ma voix était devenue plus forte sans que je m'en rende compte. Éléonore, tu dois comprendre. Non, maman, vous devez comprendre. Tu viens de m'appeler la veille de mon mariage pour justifier pourquoi mes frères et sœurs trouvaient mes traits de personnalité de base si répréhensibles qu'ils ne pouvaient pas tolérer ma présence à leur célébration. Tu m'as appelé pour me dire que je méritais d'être exclu parce que je n'acceptais pas silencieusement un traitement injuste. Je pouvais entendre sa respiration de l'autre côté, réalisant probablement que sa stratégie avait complètement échoué. Sais-tu ce que tu viens de me confirmer, continuai-je, ma voix plus calme maintenant, mais absolument certaine. Que j'avais raison de me protéger de vous tous. Que j'avais raison de choisir des personnes qui voient mes questions comme un engagement plutôt qu'un agacement. Qui voient mon honnêteté comme une force plutôt qu'une difficulté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, maman. Et c'est exactement pourquoi aucun de vous ne sera à mon mariage demain. Parce que j'ai finalement appris la leçon que tu m'as enseignée pendant 28 ans, je ne peux pas compter sur ma famille pour me choisir. Alors, j'ai mieux fait de me choisir moi-même en premier. Éléonore, s'il te plaît. Je dois y aller, maman. J'ai un mariage à préparer. Un mariage rempli de gens qui m'aiment exactement comme je suis. Question, honnêteté et tout. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le fauteuil du salon, ressentant quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, une clarté totale sur ma dynamique familiale. Pendant des années, je m'étais demandé si j'étais peut-être trop sensible, trop exigeante, trop difficile. Peut-être que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas. Ma mère venait de confirmer que j'avais eu raison tout le temps. Il ne m'avait pas exclu parce que j'étais vraiment problématique. Il m'avait exclu parce que j'avais de l'aplomb, parce que je défendais mes droits, parce que j'attendais d'être traitée avec un respect de base et que je ne voulais pas prétendre être heureuse quand je ne l'étais pas. Il m'avait exclu parce que je refusais d'être un paillasson et qu'il trouvait les femmes fortes gênantes. La révélation était à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse parce qu'elle confirmait que ma famille m'avait systématiquement puni pour des traits positifs, indépendance, pensée critique, autodéfense. Libératrice parce que cela signifiait que le problème n'avait jamais été moi. Le problème était leur incapacité à gérer quiconque n'acquiesçait pas automatiquement à leurs préférences. Tout va bien, chérie, demanda Maria, la technicienne des ongles, qui faisait semblant de ne pas écouter ma conversation. Tout est parfait, dis-je, et je réalisais que je le pensais sincèrement. Demain, j'allais épouser l'amour de ma vie, entouré de personnes qui célébraient chaque aspect de qui j'étais. Ma famille allait apprendre ce que ça faisait d'être à l'extérieur de la joie de quelqu'un d'autre. Et ils allaient comprendre que les actions ont des conséquences. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Le jour de mon mariage s'est levé clair et parfait, le genre de matin d'octobre qui fait ressembler Chicago à une carte postale. Je me suis réveillé dans la suite nuptiale au manoir de Ravenswood, entouré des femmes que j'avais choisies comme système de soutien. Ma demoiselle d'honneur Emma de l'université, mes demoiselles d'honneur du travail et de divers cercles d'amis, et la sœur de Daniel, Rebecca, qui m'avait accueilli dans leur famille avec une chaleur sincère dès notre première rencontre. Prête pour le meilleur jour de ta vie, demanda Emma en m'apportant du café et des fruits frais du service traiteur du manoir. J'attends cela depuis des mois, répondis-je, et je le pensais de toutes les fibres de mon être. La matinée passa dans un beau flou de coiffure et de maquillage, de photos dans le jardin du manoir et de préparatifs finaux. Ma robe était tout ce dont j'avais rêvé, une soie ivoire élégante avec des perles délicates qui captaient la lumière. Des lignes classiques qui paraîtraient intemporelles sur les photos dans des années. Alors que je me regardais dans le miroir en pied, je voyais une femme qui avait lutté pour son bonheur et avait gagné. « Tu es absolument radieuse, » dit Rebecca, ajustant mon voile avec le soin de quelqu'un qui se souciait sincèrement de ma joie. « Daniel va devenir fou quand il te verra. » Des larmes de joie, j'espère. Les plus joyeuses. 1 heure avant la cérémonie, mon téléphone vibra avec des messages que j'attendais, mais que je n'attendais pas avec angoisse. Thibaut, il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Nous sommes tous ici à attendre si tu décides de faire ce qu'il faut. Sophie, je suis habillée et prête au cas où tu retrouverais la raison. Gabriel, c'est ta dernière chance de réparer notre famille avant de la briser pour toujours. Je montrai les messages à Emma, qui roula des yeux. Même aujourd'hui, ils essaient de faire en sorte que ça concerne eux au lieu de célébrer toi.
Laisse-les attendre, dis-je, supprimant les messages sans répondre. J'ai un mariage auquel assister. La cérémonie fut tout ce dont Daniel et moi avions rêvé et plus encore. Le jardin du manoir avait été transformé en quelque chose de magique. Des fleurs blanches partout, des guirlandes lumineuses créant une ambiance parfaite même en plein jour. Des chaises disposées en rangées intimes qui donnaient à chacun le sentiment d'être inclus dans notre joie. Daniel avait l'air incroyablement beau dans son costume bleu marine, ses yeux brillants de larmes de pur bonheur alors que je marchais vers l'hôtel. Notre officiant, le colocataire de Daniel, Michael, parla magnifiquement de l'amour qui voit et célèbre plutôt que d'essayer de diminuer ou de changer. Éléonore, dit Daniel pendant ses vœux, sa voix stable malgré ses larmes. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à se contenter de quelqu'un qui vous tolère. Il s'agit de trouver quelqu'un qui voit votre force, célèbre votre authenticité et vous choisit chaque jour, non pas malgré qui vous êtes, mais grâce à qui vous êtes. Je promets de me tenir à tes côtés, de soutenir tes rêves et de créer un partenariat fondé sur le respect mutuel et l'admiration sincère. Mes propres vœux étaient plus simples, mais semblaient tout aussi profonds. Daniel, tu m'as vu quand je ne pouvais pas me voir clairement. Tu m'as valorisé quand j'avais oublié ma propre valeur. Tu m'as choisi quand les autres ne l'ont pas fait. Et ce choix a tout changé dans ma façon de me voir et dans ce que je crois mériter. Je promets de construire une vie avec toi basée sur une communication honnête, des valeurs partagées et le genre d'amour qui rend les deux personnes plus fortes. Il n'y avait pas un œil sec parmi nos invités. Des personnes qui étaient là parce qu'elles voulaient sincèrement être témoins de notre bonheur, pas parce que l'obligation ou la culpabilité avait forcé leur présence. Pendant la réception, j'étais entouré de chaleur et de célébrations authentiques. Nos amis ont porté un toast à notre amour avec des discours sincères. Les parents de Daniel m'ont officiellement accueilli dans leur famille avec des mots qui m'ont fait pleurer de joie. Mes oncles et tantes, qui avaient assisté à mes luttes avec ma famille proche au fil des ans, ont exprimé leur fierté pour la force que j'avais montrée et la vie que j'avais construite. Tu as fait le bon choix, ma chérie, dit ma tante Linda pendant le dîner. Alors que la soirée progressait, j'ai trouvé des moments calmes pour sortir sur la terrasse du manoir. La vue était spectaculaire. Le jardin où nous nous étions mariés était maintenant éclairé par des bougies et des guirlandes lumineuses. Le son des rires et de la musique s'échappait de la salle de réception. La ligne d'horizon de Chicago scintillant au loin. Daniel m'a trouvé là alors que j'admirais l'ampleur de ce que nous avions créé ensemble. Des regrets, demanda-t-il doucement, m'enlaçant par derrière. Je me suis appuyé contre sa poitrine, me sentant complètement en paix avec chaque choix que j'avais fait. Pas un seul. Même à propos de ta famille. La question méritait une réponse honnête. Est-ce que je me sentais triste que mes frères et sœurs ne soient pas là pour témoigner de cette joie? Oui, absolument. Ai-je regretté de me protéger de personnes qui avaient démontré à plusieurs reprises que ma présence était optionnelle pour elles? Pas une seconde. J'ai passé 28 ans à auditionner pour des rôles dans leur vie, dis-je doucement. Ce soir, j'ai célébré avec des gens qui ne m'ont jamais fait essayer de gagner leur amour. Nous nous sommes tenus ensemble dans un silence confortable, regardant la célébration que nous avions créée. Derrière nous, notre famille choisie dansait, riait, créant des souvenirs qui duraient tout notre mariage. Des gens qui étaient venus non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils voulaient partager notre bonheur. Madame Chen, dit Daniel, utilisant mon nouveau nom pour la première fois. J'adore ce son, répondis-je, me retournant dans ses bras pour l'embrasser. Alors que nous retournions à l'intérieur pour rejoindre notre célébration, mon téléphone vibra une fois de plus. Un message de Sophie. Nous avons vu les photos sur les réseaux sociaux. Tu étais magnifique. Nous savons que nous n'avons aucun droit de dire ça, mais nous sommes fiers de toi. Je montrai le message à Daniel, qui haussa un sourcil. Tu vas répondre? Je regardais autour de nous, notre réception. Des amis nettoyant joyeusement, partageant des histoires de la soirée, planifiant de futurs rassemblements chez nous. Je regardais mon nouvel époux, cet homme qui avait vu ma valeur depuis le tout début, et qui n'avait jamais vacillé dans son engagement à la célébrer. Je regardais la vie que nous construisions ensemble, fondée sur le respect, l'honnêteté et un partenariat sincère. Peut-être un jour, dis-je, rangeant le téléphone sans répondre. Mais pas ce soir. Ce soir, il s'agit de célébrer ce que nous avons construit, pas de pleurer ce qui a été perdu. Et alors que nous rejoignions notre fête, dansant sur des chansons choisies parce que nous les aimions plutôt que parce qu'elles mettraient les autres à l'aise,
je savais que j'avais pris chaque décision correctement. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de savoir quand arrêter d'essayer de gagner ce qui devrait être donné librement. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de choisir des gens qui vous choisissent en retour, de manière constante et joyeuse. 6 mois après notre mariage, j'ai reçu une lettre qui allait tester tout ce que je pensais avoir résolu concernant ma situation familiale. Elle est arrivée un mardi après-midi, livrée à notre maison dans une enveloppe crème avec l'écriture soignée de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre de 5 pages qui commençait par les mots que j'attendais depuis des années de lire. « Chère Éléonore, j'ai réfléchi à ton mariage et à ce que cela signifiait que nous n'y étions pas. Pour la première fois, j'ai essayé d'imaginer ce que cela a dû te faire d'être exclu du mariage de Thibaut, puis de celui de Sophie, puis de celui de Gabriel. La douleur a dû être énorme, et je t'ai manqué de ne pas l'avoir reconnu à l'époque. Je me suis assise à notre table de cuisine, Daniel préparant le dîner à proximité, et j'ai lu des mots que je n'aurais jamais pensé voir de ma mère. Elle a détaillé des souvenirs que j'avais oubliés, des moments où j'avais été négligé, rejeté ou exclu tandis que mes frères et sœurs étaient célébrés. Elle a reconnu des schémas que j'avais signalés pendant des années et qu'elle avait auparavant niés ou minimisés. Ton père et moi avons élevé 4 enfants, mais nous nous sommes en quelque sorte convaincus que nous n'avions besoin d'en voir vraiment que 3. Nous avons appris à tes frères et sœurs que tes besoins étaient moins importants, tes sentiments moins valides, ta présence moins essentielle. Nous avons créé un système familial qui t'a puni d'avoir de l'aplomb et les a récompensés pour avoir maintenu le statu quo qui les bénéficiait. La lettre continuait en détaillant des exemples spécifiques, les fêtes d'anniversaire où mes préférences étaient ignorées, les photos de famille dont j'étais recadré. Les conversations universitaires où mes réussites étaient minimisées tandis que les moindres réussites de mes frères et sœurs étaient célébrées. Des choses dont je me souvenais mais que j'avais réussi à me convaincre d'avoir exagéré. Je comprends maintenant pourquoi tu ne nous as pas invités à ton mariage, continuait la lettre. Tu as appliqué la logique exacte que nous avions modélisée pendant des années. Si la présence de quelqu'un est considérée comme optionnelle pour ta joie, alors ta présence peut être optionnelle pour la leur. Tu as appris l'exclusion de nous, et nous n'avons aucun droit de nous plaindre lorsque tu es finalement devenue compétente à ce sujet. Daniel a remarqué que je pleurais et s'est assis à côté de moi. Tout va bien ? Je lui ai tendu la lettre à lire pendant que je me reprenais. Après 3 ans de non-excuses et de justifications, ma mère reconnaissait enfin la réalité que j'avais vécue. La lettre continuait avec des excuses spécifiques pour chaque instance de traitement injuste, puis passait à ce qui m'a le plus surprise, tes frères et sœurs traversent leur propre prise de conscience depuis ton mariage. Thibaut m'a dit qu'il réalisait qu'il n'avait jamais vraiment su qui tu étais en tant que personne. Il ne te connaissait que comme la sœur qui le mettait mal à l'aise en signalant la dysfonction familiale. Sophie a admis avoir planifié sa fête de fiançailles le jour de ton anniversaire spécifiquement pour affirmer sa domination et elle est horrifiée par son propre comportement. David a dit que regarder les photos de ton mariage lui a fait réaliser qu'il ne t'avait jamais vue vraiment heureuse auparavant et cela l'a brisé de comprendre son rôle là-dedans. J'ai levé les yeux vers Daniel, qui lisait avec des sourcils levés. C'est très différent de leur approche précédente, observa-t-il. Je n'écris pas cette lettre pour demander pardon ou pour demander d'être incluse dans ta vie, poursuivait ma mère. J'écris pour reconnaître que nous t'avons manqué systématiquement et de manière répétée. Tu méritais mieux de la part de nous tous, et je suis fier de toi de refuser d'accepter moins que ta valeur. La lettre se terminait par quelque chose que je n'aurais jamais attendu, nous aimerions établir un type de relation différent avec toi, basé sur le mérite de gagner ta confiance plutôt que d'exiger ta conformité. Si tu es d'accord, nous aimerions recommencer et apprendre qui tu es réellement plutôt que qui nous avons supposé que tu devrais être. Si tu n'es pas d'accord, nous comprenons aussi. Nous avons perdu notre droit à l'inclusion automatique dans ta vie, et nous respecterons toutes les limites dont tu as besoin pour maintenir ta paix. J'ai fini de lire et suis restée silencieuse quelques minutes, traitant des émotions que je n'avais pas anticipées, soulagement que mes expériences soient enfin validées, tristesse pour les années de conflits qui auraient pu être évitées. Incertitude quant à la possibilité que les gens changent réellement des schémas fondamentaux à un âge avancé. À quoi penses-tu ? Demanda Daniel doucement. Je pense à la différence entre s'excuser d'avoir été pris et s'excuser pour le mal réel causé, dis-je lentement. Ceci ressemble au dernier, ce qui est nouveau. Au cours des semaines suivantes, mes frères et sœurs ont commencé à me contacter individuellement avec leurs propres lettres et appels, pas des demandes de pardon ou d'accès à ma vie. Mais des reconnaissances des manières spécifiques dont ils m'avaient blessé et des questions sincères sur qui j'étais devenu depuis que j'avais cessé d'essayer de m'intégrer dans leurs définitions étroites de ce qui était acceptable.
Thibaut a posé des questions sur mon travail, de vraies questions, voulant comprendre ce que je faisais et pourquoi c'était important pour moi. Sophie s'est renseignée sur ma relation avec la famille de Daniel, semblant sincèrement curieuse de savoir à quoi ressemblaient les dynamiques familiales saines. David s'est interrogé sur mes passe-temps, mes objectifs, mes opinions sur tout, de la politique à la musique, comme s'il me rencontrait pour la première fois. Les conversations étaient hésitantes, parfois maladroites, mais elles semblaient authentiques d'une manière que nos interactions familiales n'avaient jamais été auparavant. Ils apprenaient à interagir avec moi en tant qu'individu plutôt qu'en tant que problème à gérer ou rôle à remplir. J'attends toujours qu'ils retombent dans leur vieux schéma, dis-je à Daniel après un appel téléphonique étonnamment agréable avec Sophie où elle m'avait demandé mon avis sur une situation de travail et avait réellement écouté ma réponse. Peut-être qu'ils le feront, dit-il. Les gens ne changent généralement pas aussi radicalement du jour au lendemain. Mais peut-être que le choc d'avoir complètement perdu l'accès à toi les a forcés à examiner leur comportement d'une manière qu'ils n'avaient jamais eu à le faire auparavant. 6 mois après la lettre, mes parents ont demandé s'ils pouvaient visiter Chicago pour voir notre maison et nous emmener dîner, non pas pour exiger d'être inclus dans les événements familiaux, non pas pour me culpabiliser au sujet des fêtes manquées, mais simplement pour passer du temps avec moi et Daniel en tant qu'adultes désireux de mieux se connaître. La visite fut agréable. Ils ont admiré notre jardin, posé des questions réfléchies sur nos rénovations, et ont écouté avec un intérêt sincère apparent pendant que je décrivais des projets récents au travail. Ils ont traité Daniel avec le respect et la chaleur qu'ils auraient dû montrer dès le début, reconnaissant son importance dans ma vie et mon bonheur. Plus étonnant encore, ils n'ont pas mentionné mes frères et sœurs une seule fois pendant tout le week-end. Ils se sont entièrement concentrés sur la construction d'une relation avec moi, sur la compréhension de qui j'étais devenu, sur la démonstration par des actes qu'ils appréciaient ma présence dans leur vie. Je n'aurais jamais pensé voir tes parents agir comme s'ils t'aimaient vraiment, observa Daniel après leur départ pour l'aéroport. Je n'ai jamais pensé qu'ils m'aimaient vraiment, admis-je. 1 an après mon mariage, Thibaut a suggéré que Daniel et moi les rejoignions, lui et Victoria, pour un dîner. Pas un rassemblement familial, pas une obligation de vacances, mais une invitation sociale entre couples qui pourraient apprécier la compagnie de l'autre. Sophie a suggéré que nous nous rencontrions tous à un cours de cuisine, elle avait trouvé quelque chose d'amusant et de peu engageant où nous pourrions interagir en tant qu'adultes ayant des intérêts communs plutôt que comme des personnes piégées dans des rôles familiaux dysfonctionnels. Ces interactions semblaient complètement différentes de notre dynamique familiale précédente. Personne n'essayait de gérer mes réactions ou de minimiser ma présence. Ils semblaient sincèrement intéressés par mes pensées, mes expériences, ma relation avec Daniel. Il me traitait comme quelqu'un avec qui il voulait vraiment passer du temps plutôt que comme quelqu'un qu'il se sentait obligé d'inclure. Le changement n'était ni parfait ni complet. Il y avait encore des moments de malaise, des moments où les vieux schémas menaçaient de refaire surface. Mais il y avait quelque chose de fondamentalement différent dans la façon dont ils abordaient les relations avec moi maintenant, avec curiosité plutôt qu'avec jugement, avec respect plutôt qu'avec condescendance. Penses-tu que cela se serait produit si tu ne les avais pas exclus de ton mariage, demanda Daniel un soir après un double rendez-vous étonnamment agréable avec Thibaut et Victoria. J'ai considéré la question sérieusement. Non, je ne crois pas. Je pense qu'ils avaient besoin de subir les conséquences de leur choix avant de pouvoir comprendre l'impact qu'ils avaient eu sur moi. Ils avaient besoin de perdre complètement l'accès à moi avant de pouvoir apprécier ce qu'ils avaient tenu pour acquis. 2 ans après le mariage, nos relations familiales continuaient d'évoluer, encore fragiles à certains égards, mais construites sur une base de respect mutuel qui n'avait jamais existé auparavant. Mes frères et sœurs avaient appris à me voir comme un individu ayant de la valeur plutôt que comme un problème à gérer. Mes parents avaient appris à apprécier des qualités qu'ils avaient autrefois essayé de supprimer. Plus important encore, j'avais appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est d'appliquer des conséquences à un mauvais traitement, même lorsque ces conséquences sont douloureuses pour toutes les personnes impliquées.